Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Kabbale, sciences de la vie. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la jeunesse d'aujourd'hui avec nos intervenants habituels, Mel et Victor. Bonjour Aline. Bonjour Aline. La jeunesse est souvent accusée de bien des maux. Elle devrait pourtant être l'avenir de notre société, celle qu'on va leur laisser. 2021 est marqué par la pandémie et il semblerait qu'elle ait exacerbé les sensibilités. Nous allons essayer de nous questionner sur cette jeunesse qui a grandi à l'heure d'Internet. Quels sont ses repères? Quelles sont ses attentes? Et quelle est son identité? Nous allons commencer par les repères. Est-ce que vous voulez commencer, Mel, Victor? Je vous laisse la parole. Oui, merci Aline. Les repères pour moi, les repères, c'est la situation, un jeune aujourd'hui, ou même nous, disons les adultes, même si on parle des jeunes, le repère qu'on a, c'est la situation qu'on avait avant la pandémie. Une situation du monde, disons. Situation parce que la pandémie, elle a changé beaucoup, elle a changé le monde entier. Donc, on avait une situation où le monde tournait plus ou moins bien. C'était pas parfait, mais le monde fonctionnait, disons. Ça fonctionnait. Et ça, c'était les repères qu'on avait, aussi bien les jeunes que nous, même si on n'est pas si vieux que ça, mais bon, le monde entier, disons, fonctionnait avec ses repères. Bon, c'était pas parfait, mais ces repères-là se sont arrêtés d'un coup avec cette pandémie. Et là, ça a chamboulé la prise de conscience du monde où on se trouve, qu'on pensait qu'il fonctionnait et qui fonctionnerait toujours d'ailleurs. On ne pensait pas qu'il y aurait une chose comme ça. Qui aurait pensé qu'on aurait... Et donc, ça a chamboulé tout, ça a bousculé tout. Comme on a dit, ça a exacerbé, ça a amplifié tous les phénomènes sociaux, psychologiques, culturels, tout ce qui se passait, ça l'a amplifié, les problèmes, surtout les problèmes qu'on avait dans ce monde qui étaient nos repères avant. Et on s'est rendu compte qu'on est fragile quand même, que ce monde-là avait des limites écologiques, économiques et surtout spirituelles. Spirituelles parce que on se rend compte que toute la méta-réalité, quand elle s'arrêtait, on ne restait plus rien. On a senti un vide. Un vide, surtout l'ennui. C'est l'ennui qui a créé ce vide. On n'a plus nos jouets, on n'a plus nos habitudes, nos repères, justement. On a perdu nos repères. Et quand on perd nos repères, on s'est rendu compte, nous, quand tout s'arrête, on est vide. Il ne nous reste plus rien. Et ça nous a donné une ouverture aussi, une prise de conscience sur la vie qu'on menait avant, qui étaient nos repères, et l'arrêt de ce monde et le vide qui s'est créé en nous. Donc, cette chose-là de vide qui s'est créée en nous, ça nous a bousculé, ça a engendré des questionnements chez tout le monde. Et évidemment, nous, on veut parler des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, c'est l'avenir, c'est la société de demain. Et ils vivent... moi, personnellement, j'étais jeune, je ne le suis plus. J'ai vécu dans un monde qui change, qui s'arrête, qui devient incertain, et c'est sur les jeunes que mon questionnement se pose, parce que je suis papa déjà, je suis père de famille, j'ai des enfants. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet d'ailleurs. Donc les repères d'hier, les repères d'aujourd'hui, la pandémie, quels sont les repères de demain qu'on souhaiterait? Est-ce qu'on veut les mêmes? Est-ce qu'on aura les mêmes? On ne sait pas, on a une inquiétude, il y a une angoisse là qui s'est créée. Pour compléter ce que dit Victor, c'est vrai qu'avant la pandémie, on parlait déjà de perte des repères. Dès qu'on a des phénomènes difficiles à expliquer au niveau des jeunes, la violence, tous les problèmes sociaux, on dit il y a une perte des repères dans notre société. Donc déjà, il y avait quand même quelque chose qui relève de on ne croit plus en rien. Il y a des repères comme le travail, la religion, qui perdent un peu de leur force, de leur valeur dans les sociétés modernes. Et avec le Covid, peut-être que ça interroge davantage ces repères-là. Hein. Ces repères, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je l'organise, quels sont mes objectifs. Qu'est-ce qui fait que je vais me mettre un cap
et essayer de le poursuivre. Donc les jeunes, je pense que chaque individu il a besoin quand même de se fixer un cap et des objectifs pour atteindre des buts. Et euh, avant, la société, elle nous donnait des buts qui étaient déjà pas mal entamés et remis en question. Et peut-être que le Covid, il les a vraiment encore plus remis en cause, ébranlés, parce que déjà le travail, avec le Covid, l'avenir, la perspective de l'avenir, ça devient encore plus sombre. Et donc, si on imagine que construire sa vie et réussir sa vie, c'est avoir un bon travail, ça remet beaucoup de jeunes ça met beaucoup de jeunes en difficulté. Puis, déjà avant le Covid, ils n'avaient plus envie de se définir par rapport à leur travail. Donc il y a le fait qu'avant le Covid, pour résumer un peu, avant le Covid, il y avait déjà une perte de repères. Et le Covid, est-ce qu'il ne va pas accélérer tout ça? Et qu'est-ce que vont être les repères qu'on donne aux jeunes, les repères de la société, justement pour la société après le Covid? C'est une bonne question parce que je pense que vous parlez des repères avant et des repères maintenant ou des non-repères actuels. C'est d'autant plus compliqué que les adultes et ceux qui devraient guider les jeunes sont dans cette difficulté de repères. C'est-à-dire qu'avant, on avait des repères qu'on nous avait donnés à nous-mêmes et du coup, on leur transmettait les repères avec les conflits qu'il pouvait y avoir entre les générations. Mais là, on est face à une difficulté, c'est qu'on ne sait pas très bien quels repères leur donner puisque nous-mêmes, nous sommes en perte de repères et qu'en plus, il n'y a pas grand monde qui sait où on va et ce qui se passe depuis une année. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut transmettre alors qu'on ne sait pas vraiment quels repères leur donner par ceux qu'on connaissait et qui sont peut-être inadaptés aujourd'hui. Et donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est aussi d'ajouter ce que la Kabbale en dit, de la relation aux autres, à la nature et comment peut-être qu'il pourrait exister des repères qui soient constants, quelles que soient les situations qu'on traverse et qui nous permettraient de rester stable et de faire face et d'utiliser ce qui nous arrive. Si on peut parler de la Kabbale, et c'est vrai que des repères, si on constate, comme tu as dit, Aline, c'est vrai, nous, on est parents, on vit dans un monde qui arrive à ses fins, la fin de la civilisation, la fin d'un monde, d'une société, et on va vers un autre monde qui est inconnu. C'est vrai que même avant, les enfants, quand on parlait par exemple de leur retraite ou quelque chose comme ça, ils disaient oh là là, ils y croient même pas. Ils disent quand ils voient déjà les parents, la fragilité ils voient leurs parents, et ils disent nous, alors si mes parents c'est comme ça, moi j'ai aucune chance. Déjà ils y croyaient pas trop. Et là, ça fait que confirmer que ce qu'ils pensaient était vrai, quoi, qu'on est un monde fragile. Moi, ce qui m'inquiète d'un côté, c'est que quand on n'a plus de repères, ça peut créer le désordre. Parce qu'on s'accroche plus à rien, on croit plus à rien. D'ailleurs, j'ai entendu là récemment qu'il y a un mouvement là de gens qui pensent à la fin du monde, je sais plus comment ça s'appelle, des survivalistes, un truc comme ça. Alors, c'est des gens qui pensent que c'est la fin du monde, que ça va être l'apocalypse, alors ils se préparent. C'est un nouveau mouvement. Mais ça exprime bien on sent qu'il y a quelque chose qui se finit. On a peur. Alors, chacun, il se protège comme il peut. On revient à le truc animal où on se protège chacun des autres. Ça risque c'est contre justement la Kabbale parce que la Kabbale rapproche les uns des autres. C'est fait pour se rapprocher les humains et non pas les éloigner. Et en tant qu'adulte, on ne sait pas quoi leur donner. Pourquoi? Parce que je pense aussi que ce monde-ci, si on regarde son évolution, son progrès, disons, il y a eu un grand progrès technologique dans la médecine, dans la science, des trucs énormes. Vraiment, si on regarde, c'est vraiment extraordinaire tous les progrès qu'on a faits. On vit plus longtemps, on a vraiment des trucs. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a progressé, mais nous, l'homme, n'a pas progressé. Il n'y a pas eu de révolution dans l'homme lui-même. Quand je dis l'homme, c'est pas la science, c'est lui-même. Il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire où il y a eu des sursauts comme ça d'humanité, des choses qu'on a trouvées, je sais pas, des choses qui étaient bonnes pour l'homme. Mais l'homme, il est resté, il n'y a pas eu de progrès depuis longtemps. Si on regarde l'homme lui-même, il n'a pas évolué. Sa mentalité, son cerveau, sa manière de voir les choses, la société, on est encore dans des règles on n'a pas eu de grande révolution. L'homme, lui, il est resté. Par contre, on a fabriqué une société technologique, avancée, puissante, tout ça. Et nous, on est resté comme ça. Donc, il y a un décalage entre nous, les hommes,
et la société technologique qui nous entoure. Donc, il faut faire attention parce que s'il y a un trop grand décalage, je pense que ça peut engendrer des choses mauvaises. Il faut qu'on travaille donc, sur nous, les hommes. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Victor, parce que c'est vrai que toutes les crises, c'est l'opportunité de se réinventer, toujours, hein. Il n'y a pas que du mauvais dans une crise, c'est aussi un moment où des choses nouvelles vont pouvoir émerger. Et pour les repères, c'est créé pour nos jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on leur donne, hein, les repères, comme tu as dit, hein, c'est pas les repères, c'est pas eux qui vont s'inventer leurs propres repères, c'est la société qui leur donne ça. Et eux, ils s'accrochent à tel ou tel repère que la société leur offre. Ben, c'est que cette crise, c'est peut-être aussi l'occasion d'apporter des nouveaux repères. Et les repères, ben, c'est sous-tendu par des valeurs, des valeurs. Et ce qui nous manque, et ce que apporte la Kabbale, justement, c'est ces valeurs collectives. C'est qu'un projet, une entreprise, tout ce qu'on peut entreprendre, ben, c'est quelque chose qui va soit bénéficier au collectif, apporter une plus-value pour le collectif, soit ça n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est des valeurs nouvelles que jusqu'ici, ben, on a beaucoup de mal avec nos sociétés capitalistes. Hein, si, il faut répondre aux besoins du collectif et puis que les conséquences aussi de cette production, les conséquences que vont apporter ces nouvelles entreprises, ces nouvelles façons de vivre, ben, ça ne produit pas aussi des effets négatifs pour le collectif. Hein, parce qu'aujourd'hui, on produit des choses. C'est vrai que ça fait plaisir aux Européens d'acheter pas cher, mais ben, il y a des conséquences aussi parce qu'il y a des gens qui travaillent à des conditions difficiles. Donc, on déplace les problèmes de santé sur d'autres populations. On pollue des autres pays. On ne se soucie pas. On n'a pas envie de savoir. Donc, c'est rentrer dans nos repères, dans nos valeurs au quotidien, ben, quelque chose de plus large, de plus collectif et de rentrer le désir voilà, d'apporter et de concevoir dans le bien collectif et pas dans le bien d'un petit nombre ou d'un petit groupe. Oui, on voit bien l'importance de l'environnement dont parle la Kabbale pour nous, pour notre développement. Et effectivement, cette question d'équilibre. Je parlais de la technologie. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup développé la technologie. Je pense que ça se développera encore. On est loin du bout. Mais en attendant, l'individu, là-dedans, l'homme, qu'est-ce qu'on fait de notre nature au milieu de ces ordinateurs? C'est vraiment des questions. Et ces jeunes-là, ils sont tout le temps avec les ordinateurs. Moi, j'ai trouvé intéressant parce que cette période où alors ils vont même plus en classe, ils sont tout seuls à la maison en ligne pour suivre des cours. On renforce complètement cet isolement de l'individu. Et c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Quelles attentes eux ils ont? Quelles attentes ont ces jeunes de la situation actuelle et de l'avenir? Je vais vous laisser parler là-dessus, mais aussi comment nous, on va les accompagner dans ces attentes. Alors, moi, oui, les attentes. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils attendent les jeunes? Bon, qu'est-ce qu'on attend nous aussi, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait justement? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce monde hyper technologique, hyper scientifique, hyper évolué? C'est ce qu'on nous offre. On a une offre. On nous offre tout. Tout facilement, tout ça. Si je peux me permettre, moi, de donner une petite métaphore qui je pense, reflète un peu la différence entre le monde qui s'arrête, qui se finit, et le monde qui vient. On connaît tous la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi, sa morale. Évidemment que moi, quand j'ai étudié ça à l'école, la morale qui en ressortait, c'est qu'il vaut mieux être fourmi que cigale, parce que si on est cigale, eh ben, après on n'a pas à manger, en hiver, on a froid, tout ça, et tandis que la fourmi, elle a bien chaud. Donc, moi, à mon époque, si on faisait un référendum chez les jeunes et leur demandait si tu veux être cigale ou fourmi, qu'est-ce que tu choisirais? Ils diraient tous fourmi. Parce qu'ils ont compris qu'il vaut mieux être fourmi si on veut manger en hiver, tout ça. Je pense que si on fait ce référendum aujourd'hui chez les jeunes, ils choisiront cigale. Parce que c'est la fête. Parce que c'est du plaisir. Parce que la vie, c'est fait pour ça. Donc, ce changement de choix de cigale ou fourmi, je pense qu'il est révélateur de la période où on vit. Pourquoi? Parce que justement, cette technologie, cette science, tout ça, elle a instauré un monde que nous avons créé, nous, les adultes.
Le monde qui est là, il n'est pas tombé du ciel, c'est nous qui l'avons fait. Mais c'est un monde où on a voulu du confort. On a voulu que nos enfants souffrent moins, que nos enfants aient de la facilité, qu'ils ont un monde meilleur que le nôtre, où nous avons souffert, et nos parents encore plus, et nos grands-parents encore plus. C'était difficile, de plus en plus. Et on a voulu un monde plus facile, plus confortable, avec plus de plaisir et moins d'efforts. On est arrivé à un excès où c'est difficile de demander à un jeune aujourd'hui d'être une fourmi. Il ne veut pas être fourmi. Il dit, attends, tu m'as préparé un monde où c'est que cigale et que du plaisir. Moi, je vais être cigale. Donc là, il faut redonner aux jeunes la compréhension qu'il vaut mieux être fourmi. Et ça va être difficile. Et qu'est-ce qui a changé? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui a changé que les jeunes aujourd'hui préfèrent être cigales que fourmis? Et comment on va faire pour leur faire comprendre que non? Ils n'ont pas compris la fable de La Fontaine. C'est la fourmi. Qu'est-ce qui a changé? Notre monde a changé. Oui, alors les besoins des jeunes, je pense que les jeunes, ils veulent un avenir d'abord, hein, ils veulent s'insérer dans cette société, ils veulent trouver leur place. Et alors, ça passe par certains des études, d'autres trouver un travail, ça dépend. Donc, il y a ça. Ils ont besoin aussi de contacts sociaux, beaucoup plus. Ils veulent être en contact avec leurs amis, avoir une vie sociale, construire leur vie. Hein. Et c'est vrai que cette crise de Covid met tout en arrêt. Et on leur demande d'attendre un petit peu, d'attendre de façon indéterminée pour l'instant, de tout mettre entre parenthèses, de ne pas se projeter, alors que le propre de la jeunesse, ça reste quand même de se construire, hein, et ce besoin de se projeter. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore plus en souffrance, voilà, de cette difficulté à projeter, parce qu'ils sont en construction. Ils sont en construction de leur vie et ils ont ce besoin d'être avec les autres et de le voir, cet avenir. Et malheureusement, voilà, tout s'assombrit. Voilà, c'est qu'est-ce que nous, on peut apporter à ces jeunes dans cette période et puis quel sera ces nouvelles perspectives qu'on va leur apporter demain pour construire un avenir, qu'ils se construisent un avenir. Toutes ces questions-là importantes aujourd'hui pour eux, hein, et de les rassurer là-dessus. Je vais réutiliser ta métaphore de la cigale et de la fourmi. Alors moi, à 20 ans, j'aurais choisi la cigale. Hein. Déjà à l'époque, hein, j'étais anticonformiste et no future, et je me disais, c'est maintenant, c'est pas demain. Et je pense que ce qui est pas simple pour eux, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas aujourd'hui non plus. C'est-à-dire que ce qu'on voit quand même actuellement, c'est que ils n'ont pas beaucoup d'issues. Avant, bien sûr on n'a pas envie de penser à l'avenir quand on a 20 ans, on veut vivre tout de suite. Et je trouve que ce qui est compliqué pour les jeunes aujourd'hui, c'est que ils peuvent pas vivre tout de suite non plus. Ils peuvent pas vivre tout de suite parce qu'ils sont très très restreints physiquement. Alors tout l'intérêt, tu parlais de la question du plaisir, et c'est tout à fait normal de chercher du plaisir, surtout quand on est dans ce monde matériel, parce que si on cherche pas du plaisir dans le monde matériel, je vois pas trop ce qu'on peut y trouver d'intéressant en fait. Hein. Mais la question est, quel est ce plaisir? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le plaisir à tout prix, au prix de détruire la planète? Hein, c'est ce que font. On a l'impression parfois que les écologistes sont rabat-joie. Moi, je pense qu'ils sont pas rabat-joie. Je pense qu'ils défendent l'idée qu'on doit vivre dans un monde durable. Mais il n'est pas durable que pour nous, tout de suite, maintenant, dans le présent, comme individus. Il l'est pour l'humanité, pour ceux qui vont venir après. Je pense que nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, parler des jeunes, tu disais oui, c'est aussi nos attentes à nous, c'est vrai. C'est pas seulement parler des jeunes, c'est de parler de nous, de nous tous ensemble. Et nos aînés, ils n'ont pas eu certaines prises de conscience. Donc on s'est mis à fabriquer des voitures à tout va, à faire une société de consommation parce que c'était bien, c'était confortable. Mais la réalité est qu'on se rend bien compte, nous, aujourd'hui, que c'est quand même au prix de détruire l'environnement, détruire nos relations, et donc de mal préparer l'avenir. Et on ne peut pas se contenter d'être nous, en tant qu'individus tout de suite. On doit s'inscrire dans une continuité d'individus qui existent et qui sont reliés les uns ensemble, physiquement aujourd'hui, mais dans le temps. C'est-à-dire que même pour des générations à venir et du passé, puisque nous, on subit ce qui s'est passé, et ceux qui viendront subiront ce que nous, on a mis en place. Donc, il y a vraiment toute cette prise de conscience à avoir. Et les jeunes sont très projetés dans cette prise de conscience. Je pense qu'ils ont leur identité va beaucoup évoluer. C'est notre troisième point. Si vous avez, si vous voulez rien ajouter sur les attentes,
On va peut-être pouvoir parler de l'identité des jeunes, qui est peut-être plus la même que celle que nous, on avait quand on avait 20 ans. Ah. Si je peux me permettre, pour ajouter à ce que tu as dit, Aline, oui, on cherche du plaisir, évidemment, bien sûr qu'on cherche du plaisir. D'ailleurs, la Kabbale nous dit, c'est que l'homme a été créé pour ça. C'est notre caractéristique. On ne peut pas faire quelque chose si on n'y trouve pas un plaisir, un intérêt quelconque. Je peux pas faire quelque chose si je n'ai pas d'intérêt. Il y a toujours une raison. Du plaisir, d'accord, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est un max de plaisir avec un minimum d'effort. C'est ça l'équation. C'est si je pouvais faire 0 effort et avoir 100% de plaisir, alors qu'avant, on disait, bon, tu veux du plaisir, il faut faire des efforts. Le plaisir, c'était la récompense des efforts. Mais comme il n'y a plus d'efforts aujourd'hui, je clique, j'ai l'instantanéité, c'est-à-dire on vit dans un monde instantané, c'est sûr que je veux un max de plaisir, mais un minimum d'effort. Et c'est ce problème d'effort qui est le problématique, ça. D'un autre côté, je me suis dit, le monde de nos arrière-grands-parents était pas petit, mais comme on en a parlé, pour aller à Marseille à cheval, il fallait 1 mois. Euh, Aujourd'hui, il faut 3 heures en TGV. Le monde a grandi, a bougé, en avion, on a bougé. Et d'un coup, ce monde-là qui était petit, c'était au début, c'était, on vivait dans son village, on mourait dans son village, on savait même pas la ville qu'il y avait à côté. Et d'un coup, il a grandi, grandi. Et aujourd'hui, il est, il a grandi, mais d'une manière gigantesque. Et il est tellement grand, ce monde, il s'est ouvert comme quelque chose qui s'est ouvert. Il est tellement grand que pour nous, d'une génération où le monde était petit, il nous paraît immense, on sait pas, on est un peu perdu, nous. Par contre, les jeunes, ils sont tombés dans ce grand monde. Et nous, on ne sait pas comment faire avec ce grand monde parce qu'on ne l'a pas connu. C'est comme si d'un coup, ça s'ouvrait, tout s'ouvrait à eux. Et nous, on ne sait pas quoi faire avec ça. Et on ne sait pas quoi leur dire. Et eux, ils prennent ce qu'il y a. Un monde énorme, interconnecté, où ils peuvent bouger, parler toutes les langues, sur Internet, se connecter. C'est fini le petit village, la ville, le pays, tout ça. Ça s'élargit, tout s'élargit d'un coup. Et ça s'élargit tellement que c'est un inconnu pour nous. Donc, au niveau des repères, là, il y a un nouveau repère qui se présente, un repère plus mondial, plus global, interconnecté, tout ça. Et nous, ça va pas cesser d'évoluer. Et nous, on le regarde. On le regarde avec notre petit monde de notre mémoire, et voilà. Et si, pour faire une transition sur l'identité, moi, je pense que je parlais de mémoire et l'identité, pour moi, c'est l'héritage qu'on a. C'est quoi notre identité? C'est où je suis né, d'où je viens, quel pays j'ai parcouru, ma religion, ma culture, où j'habite, toute l'histoire de moi qui fait que je suis. L'identité, comme je l'ai dit, le monde, comme il s'est ouvert, il a grandi. L'identité aussi, elle a grandi. Avant, on avait une seule identité, on était d'un village, d'un pays, d'un machin, d'un truc, d'une religion, d'un truc comme ça. Aujourd'hui, on peut changer de religion, on peut changer de pays, on peut changer de machin. Et chacun a une multi-identité. Par exemple, moi, je suis pas né en France, mais je vis en France. Je me considère français. J'ai 3 cultures en moi. J'ai une culture tunisienne de mes parents, j'ai une culture israélienne du pays où je suis né, et j'ai une culture française du pays où je vis. C'est ce qui fait mon identité. Mais en aucun cas, je veux renoncer à aucune de ces 3 identités. Je veux vivre avec mes 3 identités. Je veux qu'on les respecte. Je veux qu'on me respecte comme je suis, qui je suis. C'est un problème aujourd'hui que je sens que le monde a grandi, l'identité aussi a grandi. Il faudrait se préparer à une identité plus large. Les jeunes, ils veulent pas qu'on les étrique ils se sentent interconnectés partout, ils se sentent plutôt mondialistes. Ils veulent pas qu'on leur mette une étiquette, mais ils veulent qu'on les respecte dans ce qu'ils sont entièrement. Et ils veulent pas qu'on leur colle une étiquette trop étriquée. Donc l'identité, pour moi, aujourd'hui, elle a grandi comme le monde a grandi. Elle pose un problème, justement. Elle pose un problème où je pense qu'il faudrait qu'elle s'élargisse, cette identité. Qu'on se sente en même temps avec son histoire, mais en même temps faisant partie d'une histoire commune. Cette identité commune qui nous manque et qu'il faut recréer une nouvelle identité où on a son histoire, on est respecté pour ce qu'on est, on peut aller partout et on est accepté. Et en même temps, pourquoi on est accepté? Parce que on sent qu'on a un truc commun. On sent qu'on est partout chez nous.
Et c'est ça et si on garde cette ancienne identité qu'on avait, et on voit le repli d'identité aujourd'hui. Les gens se replient vers eux et c'est pas bon. C'est pas bon. Au lieu de le monde s'ouvre et les gens se replient. Ça crée des tensions. Oui, la question de l'identité pour les jeunes, c'est central, hein. Ils ont besoin de construire cette identité. Elle est multiple, elle est déjà héritée socialement, comme tu dis, hein, mes parents, ce qu'on m'a appris comme comportement, mes origines, le pays où je suis née, la classe sociale d'où je viens, tout ça, immanquablement, ça colle à la peau. Et puis, il y a cette partie aussi qu'on choisit de l'identité. Je fais des choix tout au long de la vie. Et ces choix-là, ils construisent la personne aussi, et ils façonnent son identité, ce qu'elle est. Et les jeunes, ils ont comme ça besoin de savoir, ça rejoint la question des repères, hein. Vers où j'oriente mes choix, quelles valeurs. C'est souvent aussi ces valeurs acquises qui vont permettre d'orienter des choix et de faire des choix. Voilà, donc pour eux, c'est très important cette question de l'identité. Ça rejoint les valeurs et les repères qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent faire leur choix sur des valeurs qui soient socialement partagées, nobles, qui soient jugées bonnes pour eux, hein. Quand on les interroge aujourd'hui, les jeunes, ils ont aussi besoin d'une planète plus écologique, de plus de la paix dans le monde. Les nouvelles générations ne veulent pas qu'il n'y ait pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, ça progresse. Ils veulent aussi faire disparaître ces notions de race. Donc, il y a quand même aussi, ils apportent aussi, ils font des choix nouveaux parce qu'ils adhèrent à des valeurs nouvelles et ils se créent une nouvelle identité. Ils créent, eux, ils fabriquent, hein, une nouvelle identité, ces nouvelles générations. Des fois parce qu'ils ne veulent pas ressembler à l'ancienne, parce qu'ils voient avec beaucoup de recul un peu les effets pervers que peuvent avoir certaines valeurs dans la société. Donc moi, j'ai vraiment confiance dans les jeunes et je pense qu'ils sont capables de réinventer des choses nouvelles. Et c'est peut-être aussi grâce à eux qu'on va pouvoir créer ces nouvelles valeurs sociales où la place du collectif, elle sera beaucoup plus grande. Et ces nouvelles valeurs ces valeurs, hein, que nous apporte la Kabbale, de sortir de son intérêt personnel pour des choses plus larges, des choses communes à un plus grand nombre. Voilà, moi, je voulais apporter un message avec beaucoup d'espoir. J'ai vraiment confiance dans leur capacité à évoluer. Et je pense que de toute façon, c'est ce que l'histoire montre, hein, quand même. C'est vrai qu'il y a des allers-retours sur les générations par rapport à ces valeurs, mais quand même, on peut dire que la société, elle évolue et elle grandit et elle apprend. Oui, sur ce point-là, j'écoutais attentivement ce que disait Victor sur cette question de l'identité parce que je pense qu'on vit dans des conflits et des confusions entre certaines notions. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, dernièrement, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée pour autoriser l'enseignement dans des langues locales, des langues régionales. Et ça me questionne beaucoup parce que même si je crois beaucoup dans les localités et que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire au niveau local, à la petite échelle, en même temps, on voit des replis, comme on le voit dans les religions, hein, on voit des replis importants et des replis qui sont directement liés à l'identité. On se cherche et pour se trouver, eh ben, on s'accroche à sa religion, son village, son origine, l'origine de ses parents ou autre. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que ces replis, ils ont tendance à nous pousser dans le conflit. C'est-à-dire que pour exister, je dois détruire l'autre. C'est-à-dire que je m'affirme en empêchant l'autre d'exister. Et c'est un peu cet enjeu et ce challenge, hein, que vont devoir relever les jeunes, je pense, au niveau identitaire. C'est comment être différent et ensemble. Parce qu'en fait, on ne fait que faire la liste de nos différences, mais en fait, on a tellement de points communs. Je veux dire, tous les individus, quelle que soit leur religion, leur région du monde, ils ont des tas de points communs. Enfin, je veux dire, nous avons tous des tas de points communs, et c'est plutôt ça notre force d'appui. Et je pense que les jeunes dont on parle, qui eux ont des frontières qui sont virtuelles, donc inexistantes, hein, sur bien des points, vont pouvoir peut-être accéder à ça. C'est-à-dire qu'il y a une identité qui ne va pas se reposer que sur mon père vient d'ici, ma mère est née là, je parle telle langue. Et c'est vrai que ça, c'est pas simple.
Mais je pense qu'il y a vraiment une possibilité, et je le vis comme vous, avec beaucoup d'espoir, avec des opportunités. Parce que je me dis que tu disais au début, la crise, c'est aussi la possibilité, enfin, c'est une nouvelle possibilité, c'est de rejouer, de redonner les cartes. Et en tout cas, il y a toujours des gens qui sortent vainqueurs des crises, paraît-il. Et j'espère que les jeunes vont en sortir vainqueurs, parce qu'il y a vraiment des intérêts à tirer. C'est-à-dire on n'est pas égaux, on est différents. Ça ne nous empêche pas de vivre ensemble et d'être complémentaires. Et je ne sais pas je sais pas si je définis comme ça l'identité des jeunes, mais plutôt l'espoir de ce qu'ils pourront en faire des ou de l'identité qui va se présenter à eux. C'est plutôt à ce niveau-là. Est-ce que vous aviez, je suis sûre que Victor, tu as des choses à rajouter, tu ne veux pas nous laisser là-dessus. Non, par contre, bien sûr, j'ai toujours des choses à ajouter. Sur ce que tu as dit sur l'identité, que le repli identitaire dont tu parlais, oui, c'est vrai on le voit dans le monde entier, et je pense aussi que comme ce monde a grandi et s'est élargi, les frontières, c'est un seul monde, il devient global. Cette globalisation nous fait peur, et quand quelque chose me fait peur, je me replie. Je crois que ce repli identitaire, il est dû à une peur d'un monde qui s'élargit et dont on ne connaît pas. Alors, quand quelque chose que je connais pas, je préfère revenir. Je reviens chez ma maman. Maman, comme j'écris, maman quand j'ai peur. Alors, je reviens chez maman parce que ce monde est trop grand. On me dit, il faut que tu sois citoyen du monde. Je sais pas ce que c'est, moi, être citoyen du monde. C'est trop grand pour moi. C'est trop grand. C'est trop grand pour nous. Quand je dis moi, je dis nous. On m'a dit, on m'a donné une étiquette. On m'a dit, t'es ça, t'es ça, t'es ça. C'est ça mon identité. Et maintenant, on me dit, non, t'es mondial. Je sais pas ce que c'est. Non, moi, c'est trop grand pour moi. Je suis perdu. C'est le désert. On me dit, tu vas. Non. Donc, c'est pour ça qu'on se replie. Faut faire attention. Donc, moins on sera préparé à ce changement du monde, plus on se repliera. Et le repli identitaire, on sait que ça engendre beaucoup de choses qui sont pas forcément bonnes. Voilà. Et donc, ce repli, il faut qu'on soit préparé à ce monde qui devient global. C'est de ça que nous parle la Kabbale. Je vais juste effectivement rajouter je pense qu'il y a vraiment un soutien à apporter aux jeunes dans cette démarche d'élargir leur vision des choses, mais c'est surtout à avoir un intérêt pour tout ce qui est sur des questions plus spirituelles et pas seulement sur le matériel. Et de pas trop se laisser emporter parce qu'on entend beaucoup ça aussi, hein, c'est-à-dire que les médias colportent beaucoup des idées sur les replis, sur des sondages qui disent les jeunes d'aujourd'hui ils sont encore plus comme ça que leurs parents. Là, on m'a dit ils sont encore plus musulmans que leurs parents. Mais quand vous regardez les sondages, il y a vous savez pas sur combien de personnes ça a été testé. Et je pense qu'il faut vraiment être très vigilant et chercher au-delà de ce qu'on nous sert comme ça, tout mâcher sans avoir réfléchi. Tu parlais des efforts, je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'élever. Et oui, voilà, c'était le point que je voulais ajouter, c'est qu'ils ont quand même une sacrée responsabilité. Donc, je pense que les jeunes, il va falloir les soutenir parce que c'est une sacrée responsabilité qui les attend dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Oui, et puis les jeunes, voilà, dans les modèles sociaux qui leur sont proposés, c'est vrai que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est suffisamment valorisé dans notre société. Et c'est vrai que pour un individu soit complet, il lui faut aussi une vie spirituelle, avoir un contact avec, alors certains, c'est la nature, on va retrouver quelque chose de plus grand qui est le supérieur, hein. D'autres vont aller vers plutôt les religions, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi faire une place à la spiritualité dans notre société, ne pas considérer que c'est ringard, que c'est le vieux monde, mais la spiritualité, elle est nécessaire à tout individu. On voit, il y a pas mal de mouvances qui naissent, qui apparaissent, voilà, pour essayer de donner une place plus ou moins bien construite. On voit aujourd'hui, on parle de méditation, de retour sur soi. On voit plein de petites de choses comme ça qui sont à la mode, mais qui, selon moi, ne font que en fait masquer le besoin de spiritualité qu'a tout être humain naturellement, parce que c'est comme ça qu'on est construit. Voilà, que notre société donne des repères aussi
sur ces dimensions-là et qu'elle laisse une place à nos jeunes pour qu'ils se construisent aussi chacun une spiritualité, que ce soit respecté et que ce soit valorisé autant que toute autre dimension de la vie d'un être humain. Oui, tout à fait. Il s'agit de se relier à un tout et pas à un groupe. Pas un groupe qui limite les choses. Au contraire, je pense que c'est vraiment en reliant un tout et en cherchant ce qui nous régit au-delà de notre monde matériel. Alors, pour ajouter à ce que vous avez dit, les amis, c'est vrai que ce monde-là où on vit, moi, je vois les jeunes, par rapport à mes enfants, je vois qu'ils croient plus aux politiques. Ils croient plus à la justice. Ils croient plus aux religions. Quand je dis ils croient plus, ils ont vu où en est la justice. Ils pensent qu'il faut une justice, mais une justice qui soit juste. Ils pensent que la justice est injuste. Il y a les médias, là, ils voient des choses. Ils disent pourquoi lui comme ça et moi, et l'autre est peu comme ça. Ils disent ouais, ils voient des choses injustes. La justice, quand elle n'est pas juste, c'est pas bon pour une société. C'est pas bon. Ils croient plus en politique. Ils croient que les pouvoirs politiques sont achetés, tout ça c'est corrompu, tout ça c'est. Ils croient plus aux religions. Ils ont vu les dégâts que ça a fait. Ils ont vu. Par contre, ils ont ils sentent l'écologie. Ils comprennent que le monde, si on fait rien, la nature, il faut qu'ils la préservent parce qu'ils vont la garder eux. Nous, on va partir, mais eux, ils vont garder la nature et ils ont envie des belles fraises et des belles carottes. Donc ça, ils ont compris ça. La spiritualité, c'est quelque chose qui nous transcende. Pour l'instant, ce qui représentait la spiritualité, c'est la religion. Mais c'était le dogme. Le dogme, ils en veulent plus. Ils veulent plus de dogme. Ils veulent quelque chose de juste. Juste, en hébreu, se dit tzaddik. Injuste, c'est quoi dans la Kabbale? C'est quelqu'un qui justifie. Qui justifie quoi? La force supérieure. C'est quoi la force supérieure? La nature. On sent bien qu'on est sur une terre, on le sait. Là, on sait que la terre est ronde depuis longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça d'ailleurs. On sait beaucoup de choses. On est sur le même bateau. On sait que c'est nous qui décidons. On a le choix. On fait ce qu'on veut. On est libre. Ce choix-là, il est par rapport à quoi? Par rapport à une terre où on se trouve, où on habite. Cette terre-là où on habite, elle est en mauvais état. Parce que la nature, donc la force supérieure, cette force-là qui fait que la vie est vie, que la terre est terre, que tout est. Récemment, les scientifiques ont pas cherché sur la matière, ont cherché sur le vide qu'il y a entre la matière. Parce qu'il n'y a pas de vide. Et ils ont trouvé que dans le vide, il n'y a pas de vide. Il y a des particules qui n'ont pas de masse et qui attendent qu'une seule chose, la lumière, pour avoir une masse, pour se réveiller. Il n'y a pas de vide. Et il n'y a rien de vide. Il y a des actions de force qui font que que la matière est matière. Les scientifiques le cherchent. Donc la justice, c'est justifier cette force. Comment on justifie cette force? Déjà en reconnaissant que c'est la force supérieure. Il n'y a pas plus supérieur que ça. Il y a une force. Et c'est pas moi qui est supérieur. L'humain, il est peut-être intelligent, il a tout ce qu'on veut, il a développé la science, mais il n'est pas supérieur. Il n'est pas non plus inférieur. Il n'est pas inférieur du tout. Il a une opportunité de vivre correctement avec cette force supérieure, en harmonie, correctement, pas comme il le fait aujourd'hui. Et s'il le fait, il aura le paradis. Pas après la mort. Maintenant. C'est maintenant le paradis. Et c'est dans nos mains. Mais il faut admettre qu'il y a une force supérieure. Qu'elle est bonne et bienfaisante, elle s'appelle la nature. La nature nous donne sans compter. Et nous, on prend et on donne rien en échange. Parce qu'on ne sait que prendre. On ne sait pas rendre. On pense que la nature, tout ce qu'on a sur la terre, ça a toujours existé et c'est fait pour nous. Quand je vais au restaurant, je mange, je paye à la fin. Sur la terre, je prends, je donne rien en échange. Au contraire, je prends encore plus. On a tellement pris aujourd'hui, les nappes phréatiques sont polluées, on a tout pris. On a pris la mer, on a pris la terre, on a tout pollué, et on rend rien en échange. Parce qu'on pense que ça nous est dû ce qu'on nous donne. Non, ça nous est pas dû.
La Kabbalah, c'est comment recevoir. Il faut arrêter de prendre comme on prend jusqu'à aujourd'hui, parce que les jeunes le sentent bien qu'on arrive à une limite. Si on continue à prendre comme ça, on n'aura plus rien à bouffer, on va tous mourir de cette bêtise, d'ailleurs, de cette non-reconnaissance de cette force supérieure et de cette non-adaptation à cette mondialisation. On est tous sur le même bateau, on est tous sur la même terre. On a tous le même destin, disons. Donc, il faut prendre conscience de ce monde qui s'élargit et de ce danger qui nous guette si on ne prend pas conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour s'adapter à cette nature qui nous environne et qu'on aura le paradis. On est entre deux chemins et si on ne prend pas le bon chemin, je crains que ça aille de mal en pire. Mais je pense qu'il y aura un éveil. J'ai toujours de l'espoir parce que le monde n'a pas été créé pour qu'il se détruise. Le monde n'a pas été créé pour qu'il s'autodétruise et qu'il disparaisse. Il a créé justement pour qu'il arrive à cette prise de conscience. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire prendre conscience que on peut penser notre monde, on peut avoir une nouvelle identité, on peut voir. Il faut ensemble, avec les jeunes, essayer de penser nous aussi ce monde de demain. Ok, merci à vous. On se revoit bientôt pour un nouveau podcast. Merci Aline. Merci Bientôt. Aline, à bientôt. Au revoir. Au revoir.